Bernard. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouvel épisode des entrepreneurs et entrepreneuses de la vraie vie. Aujourd'hui, au micro, vous pourrez entendre Maude, Vanessa, Charline, Clara et Léa. Elles ont ce point commun d'avoir lancé leur activité par passion. Au fil de cet épisode, nous allons aborder plusieurs thématiques. Vaut-il mieux entreprendre seul ou à plusieurs ? Considère-t-elle qu'il est nécessaire de continuer à se faire former lorsqu'on est entrepreneur ? Comment trouver son premier client ? Oui, le tout premier d'une longue lignée. Et enfin, comment réussir à se positionner, affirmer ses prix, sans pour autant se brader ? Bref, vous l'aurez compris, cet épisode regorge d'épisodes et de conseils pour que vous aussi, vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une très très belle écoute et si vous souhaitez en savoir plus sur les offres de formation proposées par Who Runs the World, alors rendez-vous sur Instagram @WhoRunsTheWorldAnnecy. Bonjour. Je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui. L'idée de cet épisode, c'est de parler de vos aventures entrepreneuriales. Vous avez toutes des profils assez différents. Vous exercez aussi des métiers très différents. On va parler de tout ça. Je vais d'abord vous inviter à vous présenter assez brièvement, on va dire une petite minute par personne, et ensuite on va débuter l'épisode. Ok, et bonjour à tous. Donc nous, c'est Léa et Carla. On a monté notre agence digitale sur Annecy il y a 6 mois maintenant, donc on est tout jeune. On vient de sortir des études et on a monté ça avec 3 autres collègues à nous. Donc ce qu'on fait en fait, donc on est une agence digitale, un studio créatif, donc on fait des sites internet et des applications mobiles pour nos clients, mais aussi on développe nos propres produits. Donc pour l'instant on a 2 applications mobiles qui sont sorties et on espère un jeu de société qui va sortir là dans l'année. Voilà. Très bien. Et t'as pas dit le nom de l'agence ? Alors l'agence s'appelle Les Ignobles. Moi, c'est Carla, du coup, ça va être dur de tenir 1 minute étant donné qu'elle a tout dit. Mais pour compléter un peu, en plus de la partie numérique, on fait aussi tout ce qui est, avec Léa, on s'occupe de tout ce qui est identité de marque. Donc, ça permet d'offrir quelque chose de complet aux marques en ayant leur logo, leur charte et derrière les outils digitaux dont ils ont besoin. Alors Super. bonjour, moi c'est Maude, je suis créatrice de la marque Un Fil de Poésie. Je réalise des créations en fil de fer pour l'intérieur et je propose aussi des ateliers créatifs pour enfants, adultes et ados. J'expose dans une boutique à l'Écheren, à Entrée en Matière, et puis sur Chambéry à Capsule 32. Et puis après on retrouve mes créations sur mon site Un Fil de Poésie. Super, merci Maude. Moi, c'est Charline. J'ai 2 activités. J'ai une activité de conseil. Donc, j'ai monté une agence de conseil engagée dans laquelle j'accompagne des entreprises très, très grosses et moins grosses aussi dans leur transformation. Et en parallèle, j'ai monté un podcast que j'adore qui s'appelle Les Alignés, dans lequel j'interviewe des femmes qui ont osé s'aligner, justement, construire une vie qui leur convient. Et j'ai la chance d'avoir, depuis 1 an, une 20aine de femmes qui m'a fait confiance. Voilà. Super. Moi, c'est Vanessa. Je suis cachée derrière le nom Namasté Mamanes et je suis doula. Donc, j'accompagne la naissance, l'accouchement, le postnatal et la préparation à tout ça, évidemment. Super, merci Vanessa. Alors vous avez vraiment des profils très différents. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va surtout parler de vous, de comment vous vous êtes positionné au moment d'entreprendre. On va d'abord commencer avec une réflexion autour de l'entrepreneuriat et le fait d'entreprendre seul ou à plusieurs, puisqu'on a les 2 cas de figure aujourd'hui. Vous êtes 3 à avoir entrepris en solo. Et vous, à l'inverse, les filles, vous êtes nombreux puisque vous êtes 5 pour les Ignobles. Donc, comment est-ce que ça s'est fait chez les Ignobles ? Est-ce que ça a été une évidence que d'entreprendre tous ensemble ? Ou au contraire, il y a eu du tâtonnement ? Peut-être que certains avaient envie de se lancer seuls ? Comment ça s'est fait ? Non, c'était assez évident parce qu'on s'est rencontrés du coup pendant nos études. Et en fait, on a tout de suite senti que tous les 5, on avait cette envie d'entreprendre et cette envie de travailler en groupe.
En plus, on a des profils qui se complètent. Enfin, sans entrer dans le détail, on peut gérer un projet complet. Donc, ça permettait aussi d'étendre notre activité et de ne pas faire que du design ou que du développement. Après, il y en avait, on était déjà 3 à avoir le statut d'auto-entrepreneur en parallèle de nos études. Donc, on avait déjà un peu développé ce truc personnellement, chacun de nos côtés. Mais l'envie d'entreprendre était en fait surtout motivée par l'envie de travailler ensemble. Donc, c'est même plutôt l'effet inverse. C'était surtout, on veut bosser ensemble, du coup, on va entreprendre quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, carrément. Ouais, puis en plus, on a des caractères très différents, mais en même temps qui se complètent ultra bien. Enfin, voilà, on a une communication qui est assez bienveillante entre nous. On s'est bien communiqué, donc ouais, ça s'est fait naturellement. Et comment vous y êtes pris, justement, d'un point de vue statut? Ce podcast, il a vraiment pour but de donner toutes les clés à celles et ceux qui veulent entreprendre. Tu disais, il y en avait 3 en micro-entreprise. Vous êtes allé devant le comptable et vous lui avez demandé comment est-ce que vous pourriez faire, quel type de structure serait adapté à votre cas de figure. Ouais, en fait, on a demandé à beaucoup de personnes avant de statuer sur un statut qui était adapté à nos envies et ce qu'on voulait faire. On a demandé à notre comptable, ouais, surtout, qui nous a aiguillés sur, du coup, nous, on est sur une SAS. Donc voilà, c'était vraiment le statut qui était pour l'instant adapté à nous, vu qu'on avait aussi nos statuts auto-entrepreneurs à côté. Donc certains ont gardé le statut de micro-entrepreneur tout en étant dans la SAS. Alors ouais, et puis même, en fait, tout le monde maintenant a son statut auto-entrepreneur. Pour donner des cours à côté, voilà. Ok, donc vous avez tous en fait une activité hybride à la fois à l'agence tous ensemble et en parallèle en solo. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Après, sur les activités solo, honnêtement, c'est surtout beaucoup pour les cours. En fait, les cours aussi nous permettent de nous rémunérer. Enfin, c'est des choses comme ça parce que pour l'instant, vu qu'on se lance au niveau rémunération, on a Pôle emploi qui nous verse du coup le chômage et on a nos cours à côté. Et le reste, c'est de la trésorerie pour la boîte pour pouvoir lancer nos produits, en fait. Ok. Et après, au niveau de l'organisation entre nous, on a tous 20% on est tous partis à base égale tous les 5. Il y a eu des débats là-dessus au début, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, sachant qu'on avait, pendant nos études, commencé à développer des produits qu'on aimait bien. Enfin, on avait commencé à lancer une application, etc. Et qu'on n'avait pas tous eu la même implication dans ce... Enfin, on avait 2 produits même qu'on avait... Enfin, c'était un peu le bazar au début, mais on avait 2 produits sur lesquels on avait travaillé en parallèle et on n'avait pas tous forcément le même investissement dans ces 2 produits. Donc, il y a eu des questions au départ de comment on organise ça. Et en fait, on s'est dit, si on se lance, c'est pour qu'à la fin, on sera tous autant investis. Donc, ça ne sert à rien de... Et ça a été une bonne décision de faire comme ça parce qu'aujourd'hui, du coup, on sent que tout le monde est investi à 100% dans la boîte, quoi. Très intéressant. Vous, les filles, à l'inverse, vous vous êtes lancées en solitaire. Est-ce que c'était par choix? Est-ce qu'il y a eu des hésitations? Vous auriez peut-être aimé trouver un ou une associée, ou peut-être plus tard vous associer, c'est quelque chose que vous avez en tête? Ou pas du tout, voilà, ça s'est fait comme ça. En tant que doula, c'était assez évident au début d'être seule, puisque quand je me suis lancée, c'était pas non plus quelque chose de très très connu en France encore. Mais toujours dans l'idée de retrouver d'autres mondes qui travaillent dans cet environnement-là. Et je me suis retrouvée aussi à travailler à 2 avec Anne-Flore et à monter un lieu ensemble où on se retrouvait autour de la périnatalité, autour de la femme, autour de ces choses-là. Mais en gardant chacune vraiment notre identité propre. Et c'est aussi en gardant notre identité propre que on s'est rendu compte aussi des chemins qui peuvent évoluer différemment. Et aujourd'hui, je suis seule, toujours en statut de micro-entreprise. Entreprendre, je crois que ça a toujours été dans mes veines, parce que je suis fille d'entrepreneur et multicasquette. Enfin, mon père est multicasquette et ma mère aussi a monté des choses, donc je les ai toujours vues dans cette mouvance. Et que j'ai du mal avec la hiérarchie, tout simplement. Donc, je ne rentre pas dans le cadre et ce n'est pas un cadeau de m'avoir à manager. Donc, j'ai bien compris ça maintenant. Mais j'ai toujours cet élan, moi, pour aller co-créer, avoir des personnes à rencontrer, se retrouver autour de sujets communs. Et la notion de collectif m'attire beaucoup aussi, le côté communautaire, collectif, de pouvoir vraiment avancer ensemble. Donc, entreprendre, oui, mais rester seule dans mon coin, non, quoi. Oui, finalement, tu travailles seule, mais tu t'es quand même entourée et tu as un réseau de femmes avec lesquelles tu travailles ou tu mènes d'autres projets.
Ouais, pouvoir déléguer aussi quand moi je suis complètement débordée. Aujourd'hui, j'ai une doula qui travaille avec moi aussi directement sur le développement de mon entreprise à moi aussi. Et puis c'est vrai que ça découle aussi sur elle et ça lui permet à elle de se lancer aussi. Et on va voir comment ça évolue. Mais oui, là dans l'idée pour l'instant, c'est plutôt ça. Alors c'est drôle que tu nous aies présenté comme des personnes qui travaillent ou qui entreprennent seules, parce que c'est vrai que moi au quotidien je suis jamais toute seule. En fait même mes clients, ils font partie de mon équipe entre guillemets, tu vois. Ma manière de travailler, c'est vraiment de... Alors tu parlais de co-création, mais moi c'est ça en fait. Je fais du conseil, mais je travaille sur des projets avec mes clients. Si tu veux, mes clients me donnent une responsabilité tout autant que quelqu'un dans leur entreprise pour tester des projets, pour avancer ensemble tout simplement. Et c'est vrai que j'imagine pas passer des journées toute seule devant mon ordinateur à créer seule. Et pour aller même un cran plus loin par rapport à ça, moi mon ambition c'est pas de finir seule entre guillemets. Moi j'ai une SASU, donc c'est une société unipersonnelle, donc il y a une seule personne gérante et c'est moi. Mais dans l'idéal, un jour j'adorerais avoir plusieurs personnes qui travaillent avec moi, créer vraiment un cabinet de conseil dans lequel les personnes partagent les mêmes valeurs que moi. Quand je vous vois dire que vous vous entendez super bien et que justement il y a une cohésion d'équipe. Moi, j'ai bossé dans des équipes pendant 10 ans. Ça s'est toujours super bien passé, même si effectivement le cadre n'a pas toujours été simple à respecter. Mais par contre, travailler en équipe, j'adore. Et j'irais même un cran plus loin encore en vous disant que les alignés, c'est aussi né de l'envie de partager, de créer encore plus un réseau avec des femmes qui me ressemblent ou qui ont envie de partager justement leur expérience. Donc voilà, oui, j'ai entrepris seule, mais finalement, je suis jamais vraiment seule. Et c'est intéressant sur le statut, effectivement, la STASU, il y a intrinsèquement cette volonté aussi de s'étoffer, de grandir. Sinon, c'est pas forcément le statut qu'on choisit. Donc ça montre aussi l'impulsion que tu as envie de donner à ton entreprise. Maud, alors toi, c'est un petit peu différent, j'imagine, puisque tu es avant tout artiste. Oui, exactement. Alors moi, je me suis mise sous le statut micro-entreprise. Et du coup, c'est vrai, dans l'artisanat, moi, je crée seule, je développe seule ma marque. Et au départ, ça n'a pas été forcément évident de se retrouver seule parce que je suis issue de l'animation. Voilà, pendant 10 ans, j'ai dirigé des centres de loisirs et donc j'étais toujours entourée d'équipes, jamais seule. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis partie du coup ce poste-là pour vraiment vivre pleinement de ma passion de la création de fil de fer que j'ai décidé de lancer. Et c'est vrai qu'avec le Covid déjà, ça a un peu isolé. Et donc après, moi, je vais à la rencontre de mes clients en exposition, en marché. C'est ce qui permet du coup de garder du lien, de venir coworker aussi à Run the World. Ça permet de sortir un peu, d'être isolé, parce que souvent quand on est artiste, artisan, on est seul et ça peut ne pas être facile. Parce que même si on aime créer, des fois, on a envie aussi de partager ce qu'on fait, d'avoir un peu de reconnaissance, d'avoir des réponses à nos questionnements. C'est pas si simple parce qu'il y a tout le développement, communication, marketing, qui est pas forcément notre branche de départ. Voilà, donc par la suite, je pense que déjà je fais des formations pour aussi pouvoir m'enrichir et puis échanger. Et peut-être aussi que j'aimerais avoir quelqu'un de prendre de temps en temps pour du digital, du développement. Parce que c'est une grosse partie. Et que moi, ce qui me passionne, c'est la création. Et pas forcément, du coup, après, de développer la vente. Une transition parfaite avec le deuxième point que je voulais aborder, qui est justement celui-ci de... Quand on entreprend, on dit qu'on est multicasquette, on doit faire plein de choses. Pour autant, on ne sait pas tout faire. Il faut bien l'admettre, il y a un moment où il faut avoir conscience de ça. On n'est pas compétent partout. On a notre zone de génie. Et puis après, autour, c'est d'autres activités qui nous demandent parfois plus de temps, qui nous demandent aussi de nous faire violence. Tu le parles là de la communication, c'est très intéressant. J'imagine que toi, pour vendre tes créations, il faut bien évidemment aller à la rencontre de tes clients, mais il a fallu aussi peut-être te créer une page Instagram, une page Etsy, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu étais familière ? Est-ce que toi, c'est au quotidien quelque chose que tu apprécies faire, ou au contraire, tu le disais, que tu aimerais éventuellement déléguer ? Alors moi, je suis très à l'aise en face à face.
c'est-à-dire la vente directe. Et après, beaucoup moins sur les réseaux. Alors, on peut pas dire que je sais pas faire parce que j'ai fait des formations pour apprendre qui étaient super. C'est plus la mise en place après et être boosté pour le faire. On commence toujours, enfin moi personnellement parce que je préfère et moi parce que je n'aime pas trop faire. Et donc oui, forcément, en plus, dans la création, on est quand même de plus en plus sur le marché. Donc les réseaux sociaux sont un peu primordiaux. Je fais du coup Facebook, Instagram. J'ai dû faire un site internet parce que je trouvais ça important que les clients puissent me retrouver, ne publiant pas quotidiennement sur les réseaux. Je trouve ça bien qu'ils aient une porte d'entrée, le site où ils peuvent retrouver mes créations, mes points de vente, mes futures expos. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu avais déjà pensé au moment où tu t'es dit je vais me lancer, je vais faire mes créations, ou c'est venu dans un second temps ? Non, je l'ai fait même dès le départ. Quand j'étais encore salariée, j'ai fait la micro-entreprise à titre accessoire. Je me suis mise à 80% et tout de suite, du coup, j'ai quand même créé une page Facebook, Insta pour un petit peu rentrer dans la place, me faire connaître. Pas assez dans le sens où par ça, je vais vendre. C'était plus me faire connaître et je ne le développe pas encore en outil de vente. Or, je sais que ça peut vraiment marcher parce que je suis des artistes artisans qui ne font quasiment que par les réseaux sociaux leur vente de création. Donc ça pourrait être un axe d'amélioration ou de développement pour toi exactement. Plus tard, quoi. Vous, les filles, chez Les Ignobles, vous le disiez, vous avez des profils assez complémentaires. Comment ça se passe quand on entreprend, qu'on sort des études ? Vous avez quoi, 20 ans, 22 ? Un peu plus. Donc vous êtes quand même assez jeune. Vous n'avez pas roulé votre bosse, comme on dit, dans le monde de l'entreprise. Comment ça se passe ? Vous êtes très complémentaires. Pour autant, est-ce que vous pensez que vous aurez besoin de faire appel à des personnes extérieures, que vous aurez besoin de vous former davantage par rapport à ce qui vous a été transmis à l'école ? Alors oui, tout à fait. En fait, nous, à l'école, on nous a appris à créer les produits. Peut-être rappeler quelle école vous avez fait aussi. On a fait les Gobelins sur Annecy, donc aux pépinières des papeteries. Et on est resté là-bas d'ailleurs pour notre boîte. Et en fait, donc on a l'aspect création brute du produit. Mais par contre, tout ce qui était aspect comment le vendre, ça, on ne l'avait pas du tout. Et on a rencontré Sabrina lors d'un Startup Weekend qui nous a accompagnés là-dessus. Donc là, on est encore en train de bosser avec elle là-dessus. Et on a aussi recruté un alternant qui est business developer, donc lui qui nous aide aussi sur toute cette partie de vente. Voilà. Donc vous aviez quand même eu la démarche de rejoindre un Startup Weekend. Oui, ouais. Exactement, ça te confronte aussi à ton business plan, tes prévis et tout. Faut quand même réfléchir et poser un peu les fondations. Alors, c'était pas sur notre activité Les Ignobles, c'était sur un autre produit. Mais par contre, oui, ça apprend toutes les bases. C'est quand même hyper intéressant, ouais. Mais je pense qu'on a mis quand même un peu de temps avant d'avoir cette démarche de... Enfin, par exemple, le Startup Weekend, je pense qu'on l'a pas forcément tout de suite fait dans la démarche de compléter un peu plus dans la démarche de rencontrer, et on voulait retrouver un peu ce rush des startup week-ends qu'on avait à l'école, etc. Donc c'est surtout pour ça qu'on les faisait au début. D'être charrette pendant 3 jours. C'est ça nous manquait. Ça vous manquait. Et en fait, au début, je pense que les premiers mois, on avait un peu tendance à penser qu'on pouvait tout résoudre tous les 5. Et en fait, des réunions infinies sur des secteurs qui n'étaient même pas les nôtres. Sur du business où en fait, on avait clairement besoin d'accompagnement, mais en fait, on pensait qu'en discutant à l'infini, ça se résoudrait. Même si on ne le pensait pas forcément, dans les faits, on n'appliquait pas forcément tout ça. Donc, petit à petit, on commence vraiment à aller chercher comme ça de l'info. En plus, on est hyper bien entouré, donc c'est bête de pas s'en servir. Et ça nous aide beaucoup. Et même sur tout ce qui est communication, même si on est hyper à l'aise avec les réseaux, notre premier produit, on a tout fait nous, ça a super bien marché grâce à TikTok notamment, etc. On se rend compte que on n'a déjà pas forcément le temps de tout faire nous. Et puis surtout, on n'a pas toutes les compétences et toutes les connaissances, c'est pas possible. Et en plus, en restant fermé à 5, on se prive de certaines choses qui sont hyper bénéfiques pour nos produits. Donc on s'ouvre comme ça petit à petit. Et c'est notamment le Startup Weekend qui a déclenché un peu ça. Oui, qui vous a aidé à passer le pas de se dire il faut qu'on se fasse aider, qu'on se fasse accompagner. Puis surtout qu'on aime beaucoup discuter et tout, donc on avait plein de gens qui nous disaient on peut vous aider sur ça, etc. Et dans les faits, même si on disait ouais carrément, on avait tendance à faire des réunions interminables sur des sujets qui sont pas nos secteurs, quoi. Les filles, est-ce que ça résonne cette volonté d'être accompagnée ou de se former, ou les limites aussi qu'on a juste
parce que dans notre personnalité, dans notre façon de fonctionner, ça peut poser certaines limites pour le développement de notre entreprise. Là où je trouve ma limite, moi, c'est concilier la vie pro et la vie perso. Et c'est vraiment là où je trouve ça difficile, à partir du moment en plus où on construit une famille. J'ai fait plein de formations, je viens du monde de la com, donc j'avais des bases, mais bon, évidemment, ça évolue tellement vite que je suis un dinosaure aujourd'hui pour la com, clairement. J'ai plusieurs casquettes aussi, j'apprends vite et j'ai fait énormément de formations. Je pense que j'ai fait absolument toutes les formations possibles de Who Run the World. Et j'attends qu'ils sortent des nouveaux produits parce que j'ai très très envie de faire des nouvelles formations. Et j'adore ça. Mais effectivement, le mettre en application derrière, c'est compliqué. Avoir juste son biais à soi, c'est compliqué. Et il me manque, je crois, le temps. Je ne sais pas comment faire pour réussir à mettre tout ça au même endroit. Et effectivement, avoir ces multicasquettes, on comprend que ça fonctionne de cette façon, ça fonctionne de cette façon, mais pour autant, ça ne nous donne pas le temps de le faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et c'est vrai que on va essayer d'être sur de l'opérationnel le plus rapidement possible, mais il y a toute une partie back-office qui est essentielle. Là, je vais être présente sur un salon de la parentalité où ça va être un beau tremplin aussi, puisque énormément d'exposants, énormément de communication, et puis je suis la seule doula sur place. Donc, il y a un truc qui va se jouer à ce moment-là. Et tout ce qu'il faut penser en amont de ce qui va découler de ce salon-là, c'est pas juste je viens et je présente mon activité, c'est préparer ne serait-ce que des kakémonos, mais en fait qu'est-ce que je mets comme message sur mon kakémono, parce que est-ce que je mets juste mon nom, mon prénom, mais non en fait d'un coup, et en fait de l'idée de me dire je vais faire un kakémono, un petit photocall, un truc, un machin, et ça va me prendre quelques heures, non, ça a pris 2 semaines en fait, et 2 semaines en moins d'opérationnel rémunérateur. C'est énorme. Et en fait, ça, c'est hyper difficile d'arriver à jauger le tout. Et ensuite, il y a le cap de déléguer. Donc j'ai Marjorie qui est avec moi et qui prend beaucoup de choses et qui capte mon fonctionnement, parce qu'il y a ça aussi, c'est capter mon fonctionnement, parce que c'est quand on est seul, ça va très vite dans notre tête, mais que quelqu'un comprenne notre vision, c'est aussi compliqué. Il y avait l'idée d'embaucher un ou une alternante, mais c'est pareil, c'est... qu'est-ce que je vais lui donner à faire concrètement? Si c'est pour que je passe mon temps à être derrière pour réexpliquer ma vision, c'est un peu compliqué. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment proactif et qui anticipe et qui soit même carrément à dire, comme moi j'ai pu être, parce que j'ai fait quasiment toutes mes études en alternance où j'arrivais en mode les gars, on va faire ça, c'est super génial. Et voilà, j'ai besoin de trouver cette personne-là. Et ça, c'est très compliqué au final. Et faire rentrer tout ça entre 9h et 16h. Parce qu'à 16h, il y a une deuxième vie qui commence et qui est un peu complexe. Je me suis rajouté le challenge de le faire en maman solo aussi. Donc, c'est sympa. C'était peut-être pas assez compliqué déjà. Non, c'est pas assez compliqué. Sachant que papa est aussi entrepreneur. Donc, mais c'est ça, c'est avoir plein de compétences, certes. Comprendre le pourquoi de chacun de ces domaines-là, ok. Mais mettre ça dans la matière, c'est vraiment, vraiment compliqué. Puisque sur le coup, typiquement, on part 4 jours en Ardèche faire le boost camp, on est à fond boosté sur notre projet, on y va, on a une vision de dingue, la to-do list, elle s'abat en 2 secondes, c'est hyper structuré, la pensée, elle arrive vraiment à se poser enfin. Et en fait, derrière, il me faudrait 2 semaines sur une île déserte pour pouvoir vraiment tout mettre dans la matière. Et au final, je suis rentrée chez moi, j'avais plein d'ambitions, plein de projets, plein de choses, et les vacances scolaires de juillet sont arrivées en pleine tronche et en fait, qu'est-ce que tu fais? Et on se retrouve en septembre derrière avec le rush de la rentrée. Et voilà, ce truc vie de famille, vie pro, ambition et vision et tout ça, c'est une espèce d'équation que j'ai toujours pas réussi à résoudre. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à la résoudre vraiment.
Mais ouais, c'est un équilibre qui est hyper difficile à trouver. On y revient toujours. Charline, est-ce que ça résonne en toi tout ce qui Ça vient d'être résonne dit? énormément et c'est drôle parce que j'en parlais avec Laura Lisée qui a été une alignée qui est passée, qui est entrepreneur sur Annecy et qui a toute une équipe. C'est vrai que, en tout cas moi je vois beaucoup de startups qui lèvent des fonds, qui ont énormément les moyens. Au-delà du temps et de tout le côté pro-perso dont tu parles, où je trouve que c'est super positif d'en parler parce que moi perso j'entreprends mais j'ai pas non plus envie que ma vie perso en pâtisse, donc je prône un équilibre, je prône un engagement et j'ai envie de l'incarner aussi. Donc déjà ça c'est la première chose où je te rejoins. Et pour revenir à Laura, elle souligne qu'elle a développé son business de manière raisonnée en entre guillemets bon père de famille. Alors j'ai envie de dire bonne mère de famille du coup, mais en fait je trouve qu'effectivement c'est super dur de développer tout en se disant est-ce que j'ai le business derrière. Moi c'est plutôt ça, c'est qu'aujourd'hui mon business il fonctionne bien, le développement il est là. Moi aussi, j'adore me former, donc je suis très curieuse. Tu vois, là, je me challenge sur LinkedIn à faire des posts pour comprendre comment les choses fonctionnent. Enfin, vraiment, je pense que c'est intrinsèque dans ma personnalité d'avoir envie d'essayer des choses. Et ensuite, je me dis, à un moment donné, je vais arriver au moment où il va falloir que je saute le pas d'engager des gens pour qu'ils travaillent avec moi. Mais tu vois, en parallèle, il faut qu'il y ait du business. Donc, tu vois, c'est un peu moi, je suis au moment charnière où je viens de passer 1 an et demi à tester, à engager des choses, à me coacher, à devenir moi-même coach, à me faire coacher. Donc, c'est super. Mais à un moment donné, il y a un espèce de saut dans le vide de se dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je prends des risques d'engager quelqu'un pour qu'il soit dans le même bateau que moi? Et pour ça, il faut avoir les missions. Donc, tu vois, je ne sais pas si j'ai expliqué correctement, il y a vraiment un enjeu de, pour moi, m'assurer que le business, il est pérenne et que je me suis déjà trouvé moi, j'ai déjà trouvé mon bon positionnement, ce vers quoi j'avais envie d'aller pour créer ces bases solides. Et je pense que là, dans les mois à venir, pour moi, ça va vraiment être l'enjeu clé. Oui, et puis l'embauche d'un ou une salariée, c'est une étape clé, mais c'est une étape qui fait peur aussi parce qu'on n'a pas envie de devoir licencier cette personne peu de temps après parce que finalement, on a mal évalué le business, les fonds qui allaient rentrer. Et je te rejoins, effectivement, c'est vrai que c'est des questions assez importantes et en même temps, on est toujours tiraillé parce que si on n'embauche pas, on ne peut pas faire rentrer plus Tout de à business. fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, un entrepreneuriat à 2 vitesses avec des croissances qui sont complètement dingues. Et comme je le disais, tout le monde n'a pas envie d'incarner ces croissances complètement dingues. Il y a aussi des personnes qui ont envie de créer des business sains dans lesquels on a choisi la personnalité des personnes qui nous entourent pour leurs valeurs. Voilà, quand je disais incarner cette croissance, incarner les transformations que moi je prône auprès de mes clients, c'est super important, c'est la base. Et je pense que ce serait quasiment impossible de le faire avec une levée de fonds. C'est pas que je me sens pas d'aller défendre mon projet, d'aller défendre mes idées, c'est plutôt que je me dis que voilà, aller un pas après l'autre, c'est peut-être la meilleure manière d'arriver, j'allais dire sain et sauf, dans une vraie vie d'entrepreneur au bout du chemin. Donc, Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on appuie sur marche arrière et qu'on se demande que vous reveniez un peu sur... Alors, pour vous, les filles, ça va être plus rapide parce que vous êtes... c'est une plus jeune entreprise. Mais voilà, quand vous vous êtes lancé, vous aviez vos statuts, c'était signé, donc soit la micro, soit la SASU, peu importe. Et il fallait aller démarcher un premier client ou vendre une première création. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez actionné? Ce sera très intéressant d'avoir votre retour aussi de est-ce que vous aviez déjà des clients avant ou pas? Est-ce que ça a été finalement la continuité ou au contraire grande transformation pro et donc vous repartiez à zéro? Voilà, comment ça s'est passé? Qui veut se lancer? Maude? C'est toi qui es la seule à vendre un objet matériel. Alors moi, au final, j'ai commencé très jeune à vendre des créations. C'était pas du fil de fer. En fait, à 20 ans, parce que j'ai toujours aimé créer depuis toute petite, c'est ma maman qui m'a transmis cette passion. À 20 ans, j'ai fait déjà une micro-entreprise, donc il y a 11 ans, quand c'était le plein boom de la pâte Fimo, pardon. Et du coup, je faisais des bijoux et j'utilisais aussi du fil d'aluminium.
Et du coup, à 20 ans, j'ai fait ma micro et j'ai dû, pour faire les premiers marchés de Noël. Souvent, dans l'artisanat, quand on crée, on se dit, on commence par les petits marchés de Noël du coin, sans forcément être déclaré. Et moi, là, je m'étais déclarée à la Chambre des métiers et c'était la première fois. Donc, du coup, la famille, en fait, c'est nos premiers clients, mais on se dit toujours, c'est pour nous faire plaisir, ils nous encouragent. Voilà. Quand on a affaire aux premiers clients extérieurs, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. Et c'est vrai qu'il y a ce petit stress de préparer son stand, d'emmener, de créer, de ne pas savoir, nous, ça nous plaît, mais est-ce que ça va plaire aux autres? Donc, se mettre en avant, c'était pas facile. Moi, j'aimais beaucoup l'échange, de dire, mes étapes de création. Mais par contre, de vendre, d'avoir cette casquette de vendeur, c'était pas inné. C'était pas du tout ma branche, parce qu'à 17 ans, j'ai commencé animatrice, donc c'était vraiment pas ma branche. Mais après, la satisfaction de se dire, ah oui, ça plaît, on m'achète mes créations à moi, ok, ça peut fonctionner. J'ai été quand même accompagnée par la Chambre des métiers parce qu'ils avaient fait une boutique de Noël, donc ils nous avaient accompagnés aussi, ils nous vendaient nos créations, donc on n'était pas seuls. Donc ça a été un premier pas solo quand même. Et puis après, du coup, en 2017, j'ai remis ça, parce que j'étais dans la fonction publique. Donc en 2017, quand je suis quittée, moi, après mon poste, j'ai refait une micro-entreprise, du coup, pour aussi vendre mes créations en fil de fer. Et là, je me suis fait quand même accompagner par différents organismes. Et puis j'ai fait une boutique partagée à plusieurs, parce que toute seule, je me sentais pas capable. Puis il faut du temps pour créer. Moi, c'est un processus assez long. Donc on a fait une boutique associative pour mettre en avant les créations et je trouve que c'est un bon démarrage aussi pour trouver les clients, pour être à plusieurs, pour se mutualiser. C'est un conseil que tu donnerais aux artisans qui nous écoutent, s'ils souhaitent vendre leur création, de peut-être se rapprocher d'autres créateurs et créatrices et mutualiser leurs forces? Oui, moi je trouve que en tout cas ça permet de ne pas sortir, parce que des fois on se dit super, j'ai une passion, j'aime créer, ça part toujours un peu là-dessus. Je fais un premier marché de Noël, c'est trop bien, j'ai vendu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que Noël, c'est pas le reflet de toute l'année dans la création. Et ça peut être vraiment un coup dur. Moi, maintenant, je commence à connaître des dizaines de créateurs et créatrices et de m'entourer dans des associations partagées. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, ça commence par j'ai mes droits de chômage. Et puis, au bout de la fin, quand c'est la fin, mince, qu'est-ce que je deviens? J'ai pas assez développé. Donc, de s'entourer et puis de peut-être aller dans des boutiques partagées, en dépôt-vente. Ne pas rester... Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 1 an que ça y est, je me tire un salaire de mon métier. J'ai préféré essayer un peu de tout. J'ai préféré pour voir un petit peu ce qui me convenait le mieux, ce qui fonctionnait, parce que c'est difficile de dire je vais vendre que sur des marchés. C'est très aléatoire. Je suis pas encore à l'aise comme je disais, sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai développé sur des boutiques partagées, Internet, des ateliers, et puis des commandes. Après, je me suis fait connaître et du coup, des commandes personnalisées. Voilà, j'ai essayé un petit peu de tout pour me dire, ça y est, je me fais un salaire, et puis après, qu'est-ce que je garde pas. Ça rejoint ce qui ressort souvent quand on interviewe des entrepreneurs ou des entrepreneuses, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier aussi ses flux de revenus. Vanessa, toi, comment ça s'est passé quand il a fallu trouver ta première famille à accompagner en tant que doula? Est-ce que ça s'est fait par le bouche à oreille? Est-ce que tu as mis un mot, je sais pas moi, dans un cabinet de gynéco ou je ne sais où? Je crois que même si j'avais toutes les clés de communication et de comment se lancer et de comment monter une stratégie de lancement, tout ça, j'ai jamais fait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai toujours fait l'inverse, c'est-à-dire que j'allais un petit peu prendre la température et puis je répondais présente à l'opportunité, en fait. Et je crois qu'en fait, toute ma vie, c'est ça. C'est vraiment répondre à la demande, quand la demande est là, en fait. Et je crois que quand je me suis formée comme doula, c'était pas tant... j'avais pas la vision encore d'une carrière ou de quoi que ce soit, en fait. J'avais vraiment l'idée de aller trouver cette compétence, aller comprendre pour moi déjà, et puis je suis devenue maman en même temps, donc je l'ai mis en application tout de suite. Mais les premiers accompagnements que j'ai pu faire, finalement, ça a été beaucoup de réseaux.
beaucoup de bouche à oreille. Tiens, je sais qu'il y a une nana qui vient de se former, elle cherche des personnes à accompagner. Hop, j'ai été contactée de cette façon-là. Instagram n'était pas encore très branché sur ça, puisque je me suis lancée en 2018. Donc, il y a vraiment eu un boom pendant les confinements, justement. Mais on n'en parlait pas encore, hein, vraiment. On parlait pas de la naissance sur les réseaux, on parlait pas de tout ça. Enfin, vraiment, c'était encore très éteint. Donc ça a été, j'essaye de me replonger un peu dans mes souvenirs. Je me souviens d'avoir partagé mon profil sur des groupes style les filles d'Annecy ou les chic filles ou des trucs comme ça, en disant voilà, je suis Vanessa, je suis doula. Vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une doula. Bah en fait c'est ça. Et puis voilà, et puis ça s'est fait tout seul. Et je pense que j'ai eu la chance de faire partie des premières entre guillemets aussi. Donc ça biaise un peu ma réponse parce que on était 4 ou 5 à ce moment-là sur Annecy. Maintenant, je pense qu'on est une trentaine. Je suis aussi formatrice pour des doulas, donc je vois bien que ça explose. À refaire, si je devais vraiment me lancer, effectivement, je mettrais peut-être plus une stratégie derrière. Mais ouais, je crois que c'est d'être présente, d'être visible, pas que sur les réseaux d'ailleurs. D'être sur du local, d'être vraiment visible, puisque les gens en parlent en fait. Et on met un visage, on met une voix, on met une attitude, il y a un lien qui se crée vraiment, et on peut créer vachement de liens sur les réseaux, certes, mais d'être là dans la matière, c'est vraiment important. Aller voir les sages-femmes aussi, aller les rencontrer, démystifier ça, et puis oui, sortir de chez soi, quoi, aller rencontrer les... S'implanter vraiment aussi à l'échelle de son territoire, selon les personnes qui nous écoutent, ils sont peut-être pas tous à Annecy, mais s'implanter à l'échelle de son territoire, s'entourer autant physique que virtuel, quoi. Ouais, parce que virtuel, ça vient aussi, ça part aussi vite que ça arrive en fait. Alors que là, dans le dur, on se voit, il y a des choses qui se passent, et puis le truc aussi très important en se lançant comme ça sur l'immatériel, hein, parce qu'en plus on vend de la connaissance, on vend du temps et on vend une posture, parce que la connaissance même maintenant elle est accessible dans tous les bouquins, donc c'est vraiment juste un espace, donc c'est du temps à moi. Le truc aussi c'est de bien réussir à se positionner sans se brader, sans se dire je vais t'apporter un accompagnement, mais c'est pas grave, tu me payes pas, ou quoi que ce soit. Ça c'est hyper important, et très vite. Ah oui, parce que en fait c'est le piège, total. Notre estime elle remonte jamais. On nourrit pas la bonne partie de soi là-dedans, et je pense que même si c'est déjà un échange ou qu'il y a quelque chose, j'ai toujours eu besoin d'être dans l'échange pour pouvoir aussi engager les personnes en face de moi, en fait, tout simplement, parce que recevoir un truc gratuit aussi, il se passe pas grand chose derrière, quoi. Enfin, l'engagement est pas le même du tout. Donc voilà. Ouais, il y a cette idée que j'ai souvent répondu un petit peu à ce qui était là avant de poser une stratégie quelconque dessus. Chose que je suis en train de faire complètement à l'inverse aujourd'hui. Je suis sur le lancement d'un autre projet qui est en lien toujours avec la périnatalité, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est un projet qui est basé sur une réflexion posée sur ma réalité de vie, posée sur ma qualité de vie, celle que je veux avoir, en fait, l'objectif, peut-être l'utopie, mais en tout cas, ça part de là. Et du coup, tout découle de une réalité financière, de temps, de logistique. Et du coup, j'ai structuré une offre par rapport à ça. Et en fait, c'est super dur parce que c'est tellement... proche de mon réel besoin, enfin ça prend en compte tellement tous mes besoins que finalement il y a moins de place à ce besoin ou ce truc qui vibrait hyper fort quand j'avais une idée ou envie de me lancer dans quelque chose, ou que je rencontrais quelqu'un et hop, bah tiens, on va faire ça ensemble. Bah il y a ce truc feu là qui brûle à l'intérieur et qui fait ouais, on va le faire, et ça se met en matière très rapidement. Alors que là, du coup, ça vibre, hein, toujours. Si je me branche sur le pourquoi, ça vibre, mais le comment et tout, bah ça vibre vachement moins, quoi. Bah oui, tu vas moins à l'instinct. C'est enfin l'espèce de clé d'équilibre de tout.
Et donc, là, je vois aussi la petite saboteuse professionnelle que je suis, qui sait brancher Netflix plutôt que d'ouvrir son Prévis, quoi. Moi, j'ai bien envie de rebondir parce que, en fait, ce que tu racontes, je me vois. Déjà, je me suis dit, est-ce que je parle du syndrome de l'imposteur parce que tout le monde en parle? Mais moi, pour la petite histoire, j'étais dans une très grosse boîte. Et j'avais dit à mon boss, je veux bosser sur les sujets de développement durable, je veux bosser sur l'engagement, sur ces sujets-là. On n'en parle pas assez. Ça, c'était en novembre 2019. Mon boss a donné le poste à quelqu'un d'autre. Alors là, sur le coup, moi, j'habitais Paris, je venais de déménager. J'avais pour projet là de déménager dans les semaines à venir à Annecy. Donc, si tu veux, j'avais déjà enclenché quelque chose. J'avais déjà planté une graine qui était plus qu'une graine, qui était en train de pousser déjà. Et en fait, ce refus, ça a été le début de quelque chose d'assez naturel en fait. Ensuite, les graines se sont plantées tout naturellement les unes après les autres. J'ai eu ma petite fille qui est née en novembre 2020, donc presque un an après. C'est aussi pour donner un laps de temps, pour dire que les choses, elles prennent du temps. Novembre 2019, on me dit non, tu ne travailleras pas sur le développement durable, alors que pourtant j'étais légitime. Novembre 2020, j'ai ma petite fille. Et en fait, c'est trouvé à la fin de cette naissance et de ce congé mat, de me dire qu'est-ce que je fais? Je continue à faire quelque chose où il n'y avait plus ce feu, tu vois? Ou est-ce que je me lance? Mais j'étais vraiment, tu vois, j'avais pas de clients, j'avais rien. Et j'avais surtout un énorme syndrome de l'imposteur dans une grosse boîte. Tu sais, tu fais ce qu'on te dit dans ta case, même si t'essayes quand même tant bien que mal de pousser les bords. Et en fait, il y a un signe du destin qui est arrivé par LinkedIn. Alors, tu vois, c'est peut-être le virtuel, mais j'ai une de mes anciennes clientes que j'avais eue 5 ans avant qui m'a demandé de mes nouvelles et qui m'a dit « Charline, j'ai besoin de toi ». Et moi, je lui dis « Bah non, en fait, moi, je suis à Annecy. On m'avait donné plein de raisons pour lesquelles j'étais plus légitime de travailler à Paris ou sur des gros projets. En fait, tout simplement, j'étais plus dans le game, quoi. J'étais en étant à Annecy. Et elle m'a dit « Mais en fait, Charline, il y a le Covid. En fait, moi, ça m'est égal que tu sois à Annecy ou à Paris ou à Singapour, peu importe. » Et elle m'a dit « En fait, crée ta boîte et bosse pour moi. » Et cette dame, elle s'appelle Marianne. Je bosse toujours avec elle. Et tu vois, ça a été le plus gros coup de pied aux fesses que j'ai jamais eu à faire, parce que du coup, ça a tout enclenché, le démarrage de Tipeee, ma société. Et puis aussi, c'est très valorisant d'avoir quelqu'un qui vient te chercher pour tes compétences, pour qui tu es. Et je me dis, c'est rigolo parce que ce boss qui m'a dit non, il savait que j'étais compétente, il savait que j'aurais poussé le projet hyper loin, mais il m'a pas choisi pour des raisons purement politiques internes. Et vu qu'il y a des gens qui nous écoutent, je me dis peut-être que des personnes dans cette situation vont se dire, mais en fait, c'est peut-être juste un signe du destin pour aller plus loin et pour se dire, en fait, l'autre voie qui est pour moi peut-être plus épanouissante et celle que je dois prendre. Donc voilà, donc Marianne m'a appelée. Et puis en fait, les choses se sont déroulées et maintenant j'accompagne des entreprises de toute taille avec des personnes qui ont vraiment justement des engagements ou en tout cas, si elles n'en ont pas, qui ont envie de justement faire évoluer leur business. Et je me dis, mais quel cadeau! Tu vois, j'aurais jamais imaginé ça il y a un an. Et surtout, toi, tu parles de ta saboteuse, ma saboteuse interne qui me disait, mais en fait, moi, je sais juste bosser dans une grosse boîte et tout faire de A à Z, incarner mon entreprise. J'en suis pas capable. Et en fait, si. Et c'est trop chouette. Et c'est trop chouette, tu vois, que tu reviennes sur la base de comment on en est arrivé là. Un message sur LinkedIn d'une ancienne cliente qui se souvenait de la Charline super engagée avec ce feu-là, même en entreprise, et qui avait vu la diff par rapport à toutes les autres personnes avec qui elle avait travaillé. Tu vois, et c'était super chouette. Donc voilà. Et c'est aussi parce que toi, tu as su intégrer ce message et saisir cette opportunité-là aussi. Et je pense que ça rejoint un autre conseil qu'on dit souvent quand on entreprend, mais de dire oui. Pas oui sous n'importe quelle condition, bien évidemment, mais oser dire oui. C'est toujours plus facile de dire non et de dire non, ça je saurais pas le faire ou je peux pas. Et oser dire oui et oser se challenger, mine de rien. Donc c'est aussi grâce à toi, c'est grâce à Marianne, mais aussi grâce à toi. Oui, et autre chose sur lequel je rebondirais, parce que c'est quelque chose sur lequel j'échange beaucoup avec beaucoup d'entrepreneuses, c'est mettez le prix juste. C'est-à-dire que moi, cette personne m'a mis un message sur LinkedIn et du coup, je devenais consultante
moi-même, j'ai fait mon benchmark, je suis allée voir des cabinets de conseil, je suis allée voir des personnes que je connaissais qui étaient consultants pour pas me dévaloriser. Et finalement, quand j'ai envoyé ma première propale avec le prix, le prix juste, je peux te dire que j'étais pas bien. Mais quand finalement, ça a paru tout naturel puisque elle était consciente de ma valeur. C'était finalement elle qui en signant ce premier contrat qui a déclenché le fait que je me dise mais oui, j'ai cette valeur-là et pourquoi la personne d'à côté l'aurait et pas moi. Et je trouve que c'est un super message que tu passais en disant ne pas se dévaloriser. Le gratuit, c'est très court-termiste. Et si quelqu'un veut vraiment faire appel à tes services ou t'acheter quelque chose, si tu veux passer un cap, il faut mettre le prix juste tout de suite. Parce qu'il y a trop d'entrepreneurs, trop d'entrepreneuses qui pensent pas leur business model pour de vrai, pour que ce soit viable, pour, comme tu disais, pour atteindre une certaine utopie. Si tu sous-estimes tes prestats, en fait, tu vas pas durer très longtemps. Tu vas durer le temps de tes allocs. Et c'est tout. Sauf que l'objectif, pour vraiment faire évoluer les choses, en tout cas, moi, les sujets sur lesquels je travaille, si moi, je ne survis pas, il n'y aura pas de transfo dans certaines boîtes, il n'y aura pas d'impact. Et quand on veut de l'impact, il ne faut pas se sous-estimer. Tout à fait. Et puis, partir avec des tarifs qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vaut, c'est très difficile après de rattraper le coup. Oui, ça fait énormément écho à ce qu'on a vécu les premiers mois. Nous, c'est que pour se vendre, du coup, comme tu disais, au début, en fait, déjà, c'est fait à cheval sur la fin de nos études où on essayait de... Quand vraiment on a pris la décision un peu tardive, même si on en a parlé pendant 3 ans, mais la fin des études approchait, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment se décider parce qu'il faut qu'on sache si on prolonge dans nos entreprises, en alternance aussi, on se lance. Et du coup, on a eu... une période où, pendant les pauses des cours, on faisait des calls avec des clients et on essayait de se vendre. Et se vendre, parce qu'on vend quelque chose qui n'est pas un produit et où les clients n'ont pas de visu sur ce qu'ils vont avoir finalement. En fait, ils doivent nous faire confiance. Et c'est super dur et on comprend que de l'autre côté, c'est dur de mettre une somme sur quelque chose où tu ne sais pas si tu vas avoir ce que tu veux. Et du coup, le seul moyen de se vendre dans ce secteur, c'est d'avoir un portfolio, c'est d'avoir des choses à montrer. Et quand ce que tu as montré, c'est beaucoup des projets étudiants, c'est dur d'être pris au sérieux, tu es super jeune. La boîte n'était même pas officiellement montée et on devait déjà essayer de trouver des clients. Donc c'était hyper dur. Et du coup, on a eu ce truc-là de baisser nos prix et de se dire... En fait, après, je pense que effectivement, c'est vraiment du court terme, mais il nous fallait ce portfolio, il nous fallait des choses professionnelles à montrer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au début, c'est ce qui nous a permis comme ça d'avoir petit à petit des choses à montrer. Et maintenant, on se force, on essaye de se dire... c'est vrai, quand on voit le devis, on se dit oh, mais il va jamais accepter. Mais en fait, on sait aussi que c'est ce qu'on vaut et que s'il choisit d'aller ailleurs, peut-être qu'il aura un prix plus bas et qu'il sera content ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, on a travaillé pour vendre des choses de qualité. Donc, il ne faut pas qu'on baisse ces prix-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire petit à petit. Oui, complètement. Et par rapport à nos clients, nos premiers clients, du coup, c'est surtout du bouche à oreille. Nous, on est dans un écosystème au Pépinière qui est hyper riche, surtout dans le digital. Et du coup, on a l'opportunité de travailler avec des clients vraiment au bouche à oreille. Nos premiers clients, ça a été nos profs qui ont des contacts. Ça a été, moi, quand j'ai monté ma micro, c'était surtout la famille, donc ma cousine qui montait son salon de coiffure. Voilà, en fait, le réseau proche est hyper riche et c'est vraiment le premier, lien en fait qui permet d'avoir des clients. Voilà. Je voulais rajouter un petit truc sur le prix, juste, puisque je viens de vivre cette expérience à nouveau en me lançant sur un nouveau produit qui n'a rien à voir avec la pratique de doula. J'ai une casquette à côté sur laquelle je communique fun d'astrologue, parce que je me suis formée en astro. Et j'ai voulu me lancer pour avoir des vrais thèmes à étudier. Et je me suis dit, je vais faire des thèmes gratuits. Sauf que c'est un boulot monstre de faire des thèmes. C'est vraiment un boulot monstre. Et puis que je trouvais pas ça OK par rapport à ma formatrice aussi, qui est là sur Annecy, que j'avais l'impression que je lui retirais un peu des parts aussi. Donc je lui ai demandé quel était son tarif. Et je me suis alignée sur le sien en me disant, attention, je m'aligne sur le prix de mon master, quoi. C'est chaud. Et en fait, j'avais vraiment envie de m'exposer aussi avec cette casquette-là. Et
mais pas de plus être dans cette erreur que je faisais justement de baisser le prix. Et la petite astuce à cet endroit-là, c'était de faire une offre de lancement. C'est-à-dire que tu annonces ton prix juste. Et j'offre aux 50, ou alors c'était pas les 50, c'était les 20, et c'était déjà beaucoup, aux 20 premières inscriptions, la séance à moitié prix. Et en fait, ça a vraiment cartonné. En 24 heures, ça a été rempli. Et derrière, ça a été des bons cadeaux, des consultations qui sont tombées. Et du coup, là, je suis bookée jusqu'au mois d'avril, au tarif plein. Et j'ai quand même pu faire 20 thèmes à moitié prix, moi j'ai pu relâcher un peu la pression en me disant que j'ai moins, évidemment que j'ai cette obligation de résultat dans la prestation, mais ça m'a vraiment décomplexé sur le truc et de me dire ok, voilà, c'est parti. Et finalement ce truc de dire allez, offre de lancement, au moins le prix juste est visible et on sait que c'est une petite... on rentre un peu dans la technique du FOMO aussi, quoi. On sait que c'est le petit truc qui fait que les gens vont aussi s'empresser, et puis ils vont en parler, et puis ils vont dire « Ah tiens, t'as vu, il y a ça ». C'est vrai que c'est un très bon conseil pour celles et ceux qui se lancent, tout comme avoir aussi des projets à montrer dans votre portfolio. Effectivement, c'est très compliqué quand on se lance, que ce soit graphiste ou toute autre activité du digital, si on n'a aucun travail à montrer. C'est compliqué de demander le prix fort, ça va de soi, mais c'est très intéressant d'avoir partagé tout ça. J'avais encore plein de questions, mais je pense qu'on arrive à presque 1 heure de discussion, donc il va falloir s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je mettrai dans la barre de description les liens vers tous vos réseaux sociaux, sites internet, etc. Et puis à la prochaine. Merci. Salut. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, si vous souhaitez rebondir ou apporter votre propre témoignage, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la photo Instagram en lien avec l'épisode ou tout simplement à envoyer un mail à Who Runs the World. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez de nourrir et d'inspirer l'entrepreneur qui sommeille en vous. À très vite.